Dans l'actualité ce soir, la défense de Dominique de Villepin ébranlée au procès Clearstream. Le général Rondeau, témoin clé de l'affaire qui notait tout sur son journal, contredit l'ancien Premier ministre sur l'intérêt porté au cas de Nicolas Sarkozy dans les listes truquées. Bruxelles, assiégée par des tracteurs, les producteurs de lait haussent encore le ton alors qu'un sommet extraordinaire s'est tenu à la demande de Paris. Notre enquête ce soir, pourquoi le prix de revient du lait est-il plus élevé en France qu'ailleurs ? Les résultats de la consultation sur la réforme de la Poste, 2 123 000 votants et plus de 90% de non. Les opposants réclament un vrai référendum. La majorité ironise sur la régularité du vote et sur la formulation de la question. L'appel solennel de l'ONU, la sécheresse est de retour. Elle menace des millions de personnes de famine en Afrique de l'Est. Au Kenya, les troupeaux sont décimés. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Le prix Nobel de médecine en quête de la jeunesse éternelle. 3 chercheurs américains sont récompensés pour leurs travaux contre le vieillissement des cellules. Enfin, l'autre face du lèche-vitrine, le géant japonais de l'habillement Uniqlo arrive en France pour concurrencer Gap, H&M ou Zara. On verra que c'est une bataille mondiale et sans répit qui est engagée. Bonsoir et bienvenue à tous. On commence donc avec cette journée que beaucoup présentaient comme le moment clé du procès Clearstream, la déposition du général Philippe Rondeau, un expert des services de renseignement sollicité par Dominique de Villepin lui-même dans ce dossier et qui avait pour habitude de consigner par écrit le détail de chacune de ses rencontres. Aujourd'hui, ses notes, comme ses déclarations à la barre, contredisent de bout en bout la version de l'ancien Premier ministre. Sur place, Dominique Verdaillan, Ziden Berkous. J'ai agi comme un militaire, je note, j'observe, j'écoute, je rencontre. Avec précision, rigueur, le général Rondeau va pendant 1h30 décrypter ses notes. C'est la mémoire du dossier Clearstream. Le 9 janvier 2004, il est convoqué quai d'Orsay dans le bureau de Dominique de Villepin en présence de Jean-Louis Gergorin. Comme à son habitude, le spécialiste du renseignement se fait greffier. Rondeau écrit « Enjeu politique, fixation sur Nicolas Sarkozy ». Plus loin, compte couplé, Nicolas Sarkozy, Stéphane Boxa, son patronyme d'origine hongroise. À la barre, le général Rondeau confirme le nom de Boxa a bien été cité ce jour-là par Gergorin. Silence pesant dans la salle car le nom de Nicolas Sarkozy apparaîtra dans les fichiers en mars. Autre note, 23 juillet 2004. Si nous apparaissons, le président de la République et moi, nous sautons. C'est bien Dominique de Villepin qui a prononcé cette phrase devant moi, annonce le général Rondeau. Mercredi dernier, Dominique de Villepin avait démenti l'avoir prononcée. À la suspension d'audience, chaque avocat a sa lecture des notes du général Rondeau. Il dit voilà simplement l'histoire telle que je l'ai vécue et c'est l'histoire que raconte Jean-Louis Gergorin. C'est pour nous quelque chose qui me paraît très positif. Tout ça n'a aucune valeur. Le général Rondeau est quelqu'un qui a cru que Laoud avait dîné 3 fois Al Ben Laden. Et il croit donc autant quand Gergorin lui dit ça vient de la part de Villepin. Pas plus que cela. Audience difficile pour Dominique de Villepin à qui le tribunal n'a pas donné la parole. Ainsi, l'ancien Premier ministre entend-il le général Rondeau dire que dès juillet 2004, il a alerté ses interlocuteurs pour leur dire que l'affaire des listings était bidon. Pourtant, poursuit le général Rondeau à la barre, l'affaire a continué à se développer. La justice encore, avec une audience très attendue en Bretagne et ailleurs. Le procès en appel du naufrage de l'Erika, 400 km de côte souillée par la marée noire, c'était il y a 10 ans. En première instance, Total et ses sous-traitants avaient été condamnés à verser 192 millions d'euros. Pardonnez-moi, mais les communes réclament aujourd'hui davantage. Nicolas Lemarinier, Gabriel Camilla. Un préjudice écologique et moral. Devant la justice, les élus bretons viennent expliquer une fois de plus les plages défigurées, les habitants meurtris par le naufrage de l'Erika. Décembre 1999, le Croisic, c'est ça. Des dizaines de bénévoles pelletant le mazout avec des moyens de fortune. Ils sont pas assez grands leurs bateaux, ils devraient encore les faire 3 fois plus longs. Ils en mettront de plus, puis ils pollueront encore plus. 10 ans plus tard, au même endroit, plus une trace de la marée noire, reste un souvenir douloureux pour les habitants. Il y a eu un vent de panique puisqu'effectivement les gens ont eu très peur que cette pollution soit irrémédiable, puisqu'effectivement on ne connaissait pas la nature du pétrole, on ne connaissait pas les conséquences sur l'environnement à long terme, quoi. Après le drame de l'Erika, l'Europe a imposé toute une série de mesures. En décembre 2001, la Commission de Bruxelles a fixé un calendrier pour éliminer tous les pétroliers à simple coque, les plus dangereux, d'ici 2015.
Depuis 2002, la surveillance du trafic des bateaux dans les eaux européennes est renforcée grâce à une agence européenne de la sécurité maritime. Enfin, de nouvelles mesures ont été prises pour contrôler l'entrée des navires dans les ports européens. Les défenseurs de l'environnement attendent un pas de plus à l'issue du procès. Le système tel qu'il est organisé aujourd'hui essaye de mettre les affréteurs, c'est-à-dire les pétroliers, à l'abri de toute responsabilité. L'enjeu du procès Erika, c'est de faire en sorte qu'ils soient responsables comme les autres lorsqu'ils ont commis des fautes. Le préjudice écologique, la justice l'a reconnu lors d'un premier jugement en décembre 2008. Le groupe Total, affréteur de l'Erika, fait appel de cette décision. Élus locaux et écologistes resteront donc très vigilants. On en vient aux suites de cette consultation, cette votation selon le terme consacré sur l'avenir de la Poste. Les résultats ont été livrés tout à l'heure, plus de 90% de non à la réforme, avec plus de 2 millions de votants. La gauche, forte de ces résultats, réclame donc un référendum en bonne et due forme. La majorité, elle, note que ce vote s'est fait sans contrôle, qu'il n'a pas de valeur juridique et pour elle, la question était tronquée. Julien Beaumont, Pascal Caron. La mobilisation continue, comme ici à la Poste de Dijon. Ces militants viennent d'apprendre le résultat de la votation citoyenne. Je ne suis pas surprise parce que le service public appartient à tout le monde et les usagers nous le font savoir assez souvent. Ils sont très attachés au service public postal. Une semaine de mobilisation et une question. Le gouvernement veut changer le statut de la Poste pour la privatiser. Êtes-vous d'accord ? 2 millions de non pour 31 000 oui. Pour ce référendum non officiel, 10 000 points de vote. Une victoire aux yeux de toute la gauche. Le gouvernement a été surpris, peut-être lui encore plus que nous. La balle est dans son camp et je crois qu'on est en droit d'attendre que le gouvernement ne réponde pas de façon hypocrite sur le thème c'est pas une consultation, on ne veut pas privatiser. Il y a une partie de la population qui est inquiète et qui à ce titre réclame maintenant un vrai référendum. Et à quoi ça va servir que la Poste aille conquérir des marchés à l'étranger? En quoi ça servira le service public en France? À rien. La majorité parle de questions tronquées et remet en cause les conditions de cette votation. On me dit que Louis de Funès et Marlon Brando ont voté. Écoutez, franchement, tout ça c'était une vaste manipulation avec une question truquée, puisque chacun sait que le gouvernement veut que la Poste reste à 100% publique. Mais les partis de gauche n'en démordent pas. Ils comptent déposer le 15 octobre une proposition de loi pour tenter d'obtenir l'organisation d'un référendum. Et la réforme sera examinée théoriquement dès le début du mois prochain au Sénat. En bref, du mouvement à France Télécom, fragilisé par une vague de suicides, le groupe annonce la démission du numéro 2, Pierre-Louis Vénès. C'est lui qui avait mis en place le plan de mobilité qui est aujourd'hui suspendu. Il reste conseiller du président. Il est remplacé par Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de l'économie et pressenti pour devenir PDG de France Télécom en 2011. Image signée Alain Locascio. Notez par ailleurs que Mot Croisé revient ce soir sur ce dossier et sur celui de la Poste. C'est à suivre autour d'Yves Calvi à partir de 22h10. Autre titre de l'actualité, ce sommet extraordinaire à Bruxelles sur le secteur du lait. Il était réclamé par la France, sommet qui a réuni les représentants des 27 pays de l'Union européenne qui se sont finalement contentés de nommer un groupe d'experts pour faire des propositions. Pendant ce temps, la ville a été bloquée, assiégée par des producteurs en colère. Sur place, François Baudonnet, Damien Louvet. Le quartier européen à Bruxelles en état de siège. Face à face tout l'après-midi, 1 millier d'agriculteurs et les forces anti-émeutes venues en nombre. Ce matin, aux portes de la ville, la police belge avait pourtant tenté de stopper l'impressionnant cortège de tracteurs. Peine perdue. Les producteurs de lait sont en colère. Allez, les caméras, dehors! Débordés, les forces de l'ordre finissent par les laisser passer. Devant le lieu où se réunissent les ministres, le lait est rapidement remplacé par du lisier. Il faut faire très attention, les gens sont à bout, les gens sont énervés. Si jamais les ministres n'annoncent rien de concret, ça pourrait être difficile. C'est nous qui nourrissons le monde et on nous traite comme des moins que rien. Les agriculteurs reçoivent alors le soutien d'un nouveau député européen. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on licencie les paysans uniquement dans l'intérêt de quelques grands groupes qui se goinfrent en achetant des matières premières à l'étranger. À l'intérieur, l'ambiance est feutrée et la France veut croire à une victoire. Nous avons réussi à changer le cours du paquebot, à l'orienter désormais dans la direction de la régulation. Ce soir, les producteurs européens estiment qu'ils n'ont rien obtenu. Il est donc fort possible qu'ils intensifient leurs actions avant une autre réunion des ministres prévue dans 15 jours. Alors toute l'Europe du lait souffre, mais la France davantage encore que les autres. Pourquoi ?
Peut-être parce que le prix de revient du lait y est supérieur. Et voici l'une des explications. La taille des exploitations y est beaucoup plus réduite que chez certains de nos voisins. L'Allemagne, par exemple. Reportage Laurence Decherf, Olivier Martinez, avec Arnaud Boutet à Berlin. Nous sommes deux frères installés sur l'exploitation avec 50 vaches laitières en Picardie, département de l'Oise. Je m'appelle Jacob Albert, j'ai 44 ans et 1000 vaches laitières sur cet élevage. 50 vaches dans un élevage familial côté français, 1000 vaches, une véritable usine à lait côté allemand. Quand l'un produit 1200 litres de lait par jour, l'autre est à 27 000 litres. Quand l'un possède 180 hectares, l'autre en a 2000. Après la chute du mur, cet éleveur a investi. Une ancienne ferme collective de l'ex-RDA, des terres et une main-d'œuvre bon marché, avec certains avantages. Une grosse exploitation nous permet de négocier le prix de la nourriture et de l'engrais. Un autre avantage, c'est la vente du lait. Un camion est toujours plein quand il part d'ici. Mais vous savez, nous ne gagnons que 2 à 3 centimes de plus par litre qu'un petit exploitant. Ici, en Picardie, on est éleveur depuis plusieurs générations. Céréales et ventes à la ferme permettent de tenir le coup dans les moments de crise. Mais pour ce Français, son élevage n'est pas moins performant. Pour moi, c'est impossible aujourd'hui avec les prix qu'on a, et en tout cas les charges dans l'ensemble, mais peut-être aussi les charges françaises. Et c'est là qu'on attend beaucoup du gouvernement, que les charges françaises puissent baisser pour qu'on soit au même niveau que les autres agriculteurs européens. Tous deux souffrent d'un prix du lait trop bas, plus bas que leur coût de production. Le Français est payé 24 centimes le litre, l'Allemand 22 centimes. Pas facile quand on a 16 salariés. Je ne peux plus payer mes charges et mes emprunts pour le moment. J'ai obtenu un report de quelques semaines. Impossible pour le Français de s'agrandir autant que l'Allemand. Pas assez de terres et une question d'environnement. On a des secteurs où il y a les terres, il y a tout pour faire les usines à lait, ce qu'on appelle une usine à lait. Mais à ce moment-là, on prend bien la décision de faire des usines à lait et de délaisser des territoires. Car selon les prévisions, en 2015, certaines zones, ici en blanc, pourraient voir disparaître l'élevage laitier, comme le sud, au profit d'une concentration en plaine, ici en foncé, comme dans l'ouest. Les deux éleveurs sont d'accord, il faut réguler le marché. Dans un an, si le prix est toujours aussi bas, l'Allemand vendra son troupeau. Le Français, lui, veut tenir le coup pour le fils qui reprendra le flambeau. À l'étranger, alors que l'Asie fait face aux séismes, aux typhons, aux inondations, on en parlera dans un instant. Voici que dans le même temps, une partie de l'Afrique de l'Est connaît une sécheresse comme on n'en avait plus vu depuis des décennies. Regardez ce chiffre donné par l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation. 20 millions de personnes sont menacées directement de famine. Elles sont dépendantes actuellement de l'aide d'urgence. La Somalie, l'Ouganda, l'Éthiopie sont concernées et aussi le Kenya. Là-bas, les troupeaux sont décimés, même les réserves d'animaux sauvages sont touchées. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Dominique Derda et Frédéric Ranck. Des immenses troupeaux qui de tout temps parcouraient les plateaux au centre du pays. Ne subsistent que quelques bêtes décharnées. Celles-ci, à n'en pas douter, n'en ont plus pour longtemps. Plus haut dans la montagne, là où les nomades venus du nord espéraient trouver quelques touffes d'herbes vertes, c'est l'hécatombe. À cette altitude, affaiblies par la faim, les vaches prennent vite froid et meurent les unes après les autres. En juin, les premières ont commencé à mourir. Puis en juillet, en août, en septembre. Elle, c'était ma dernière. Il n'y a pas que le bétail qui souffre de la sécheresse. Les animaux sauvages aussi, même dans les réserves. De mémoire de paysanne, jamais le cours de la rivière qui descend tout droit du mont Kenya n'avait été aussi bas. En l'an 2000 déjà, on a eu la sécheresse, mais c'était rien comparé à celle-ci. Ça fait 3 ans qu'il ne pleut presque jamais. Il faut remonter à 1924, si l'on en croit les archives des services météorologiques, pour trouver un tel déficit de précipitations. Le maïs n'a pas eu le temps de pousser, il est mort sur pied, tué par le soleil. Une catastrophe pour Purity Nambura et sa famille. L'an dernier déjà, ils n'ont presque rien récolté, l'année d'avant non plus. Leurs réserves sont à sec et ils n'ont pas un sou de côté. Tous ces plants de maïs, c'est pour notre vache. Le jour où on n'en aura plus à lui donner, elle va mourir de faim. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va devenir.
Le mari de Purity est parti à la ville se chercher un travail. Mais du travail, il n'y en a guère. Trop de bras inutiles, trop de bouches à nourrir. Ceux-là aujourd'hui ont eu plus de chance. Un entrepreneur leur a commandé une remorque de pierre plate. Pour la remplir, ils s'y sont mis à 5 de l'aube jusqu'à la fin de l'après-midi. Le ventre vide. Avec ça, si tout va bien, on devrait toucher dans les 600 shillings. On va se les partager. Nous, on n'est pas du genre à rester les bras croisés. 600 shillings, à peine plus d'1 euro chacun. Et pour les femmes, quelques centimes. Je gagne si peu que j'ai du mal à trouver de quoi manger. C'est pour ça que mon bébé pleure tout le temps. Je n'ai pas assez de lait. Le gouvernement kényan a fini par prendre conscience de l'extrême gravité de la situation. Mais ses moyens sont limités. C'est le programme alimentaire mondial qui distribue l'aide humanitaire à des démunis chaque jour plus nombreux. Il y a 3 800 000 personnes qui, sans nous, ne pourraient même pas s'offrir un seul repas par jour. Mais ils sont 10 millions de Kenyans à être affectés directement par la sécheresse et la malnutrition. Il faudrait au moins 200 millions d'euros pour faire face à la crise. Mais la communauté internationale, comme souvent, tarde à se mobiliser. Alors déjà, on réduit les rations. Les premières pluies sont attendues d'ici la fin du mois d'octobre. Et même si pour une fois elles sont abondantes, elles arriveront sans doute trop tard. Les cultivateurs n'ont plus de semences, plus rien à planter. Les éleveurs bientôt, plus de bétail. Autant dire que pour beaucoup, l'année à venir promet d'être pire encore que celle-ci. En bref encore, ces images, cette fois de tempêtes de sable et de poussière qui prennent d'énormes proportions au nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington. Elles rendent la circulation très difficile. De nombreux accidents ont été enregistrés. Et puis ces images qui nous arrivent d'Indonésie. Images prises par une caméra de surveillance à l'intérieur d'un grand hôtel qui s'est complètement effondré au moment du séisme. Aujourd'hui, le gouvernement a d'ailleurs annoncé que les recherches pour retrouver des survivants étaient suspendues. Les sauveteurs se concentrent sur l'aide aux populations. Voici ces images commentées par Claude Samper. Ces images ont été tournées par des caméras de surveillance dans un hôtel de la ville de Padang, en Indonésie. On y voit plusieurs clients et employés s'enfuir en courant au moment du tremblement de terre. Une autre caméra un peu plus loin, avec là aussi des personnes surprises par la secousse. On ne sait pas si ces gens filmés ont survécu ou non. Dans cet hôtel, en tout cas, les recherches se sont poursuivies activement tout le week-end. Au moment du séisme, il y avait 2 grandes réunions dans l'établissement. Et un homme a réussi à envoyer un SMS pour indiquer qu'il se trouvait sous les ruines avec 7 autres rescapés. Les secours ont progressé mètre après mètre dans les décombres. Ils ont fouillé pendant des heures et des heures, mais ils n'ont trouvé personne. Aujourd'hui, les recherches ont été suspendues. Un peu partout, les pelleteuses sont entrées en action. Les autorités veulent désormais en priorité dégager les corps pour éviter toute épidémie. L'éducation, c'est aujourd'hui qu'ont été lancées les fameuses cagnottes pour inciter les élèves à être assidus en classe. Expérience menée dans le Val-de-Marne, près de Paris, mais aussi ici, à Marseille. Et ce sont des billets pour les matchs de football de l'OM qui sont attribués aux lycéens les moins absents de cet établissement. Le proviseur indique qu'auparavant, tous les moyens ont été essayés. Il est question aussi d'offrir une journée de ski. Alors le débat est très vif sur ces questions, vous l'avez entendu ce week-end. Il faut savoir que certains pays pratiquent déjà ce genre de système. Exemple en Grande-Bretagne, Jacques Cardoz, Stéphane Guillemot. En Grande-Bretagne, le système de la récompense est partout. Dans cette école de Glasgow, ces collégiens utilisent une carte sur laquelle ils cumulent des points et voient leurs résultats en temps réel sur un ordinateur de la cantine. Ils peuvent aussi gagner des cadeaux. Pour cela, ils doivent faire la preuve qu'ils mangent sainement. Plus l'aliment est sain, plus il génère de points. Dans l'académie de Bristol, le principe de la récompense financière est utilisé pour améliorer les notes des élèves, mais aussi lutter contre l'absentéisme. Un principe en vigueur depuis 2002 et que ne réprouvent pas ces étudiants. Moi, je pense que c'est comme dans la vraie vie. Vous avez un bon travail, vous gagnez de l'argent, et bien ici, c'est pareil. Les primes vont de 10 à 50 € en fonction des objectifs. Cette initiative, instaurée à l'époque du gouvernement de Tony Blair, a porté ses fruits. Le taux de réussite a été amélioré. Il y a toujours des critiques quand vous faites des choses nouvelles, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les bons résultats de ces élèves. En cas d'absentéisme répété, certaines écoles ont également la possibilité de faire appel à la brigade de lutte contre l'école buissonnière. Un agent accompagne alors un membre de l'école sur le terrain
pour tenter de retrouver les élèves manquants. Mais depuis que ce système de primes a été instauré en Grande-Bretagne, chiffres à l'appui, elles ont nettement amélioré le taux de présence des élèves à l'école. Alors, pour ou contre ce genre de récompense en France, votre avis nous intéresse, c'est le sujet de la question de la semaine. Approuvez-vous le principe d'une rétribution pour les élèves et ce pour lutter contre l'absentéisme? Oui ou non? À vous de cliquer sur la page 20h du site france2.fr. Résultat, bien sûr, jeudi, comme d'habitude. L'économie, Nicolas Sarkozy a annoncé ce matin de nouvelles mesures pour les PME fragilisées par la crise. Il s'agit en particulier de consolider leurs fonds propres. 2 milliards d'euros y seront consacrés, la moitié par le fonds d'investissement créé récemment et qui est déjà doté, l'autre par l'organisme Oseo. Il s'agit essentiellement de prêts à long terme ou d'obligations convertibles en actions, image signée Alain Dubas. Alors quelles sont précisément les difficultés rencontrées par les PME? Reportage Luc Bazizin, Mathias Barrois. Passionné d'aventure, de sport et d'évasion, James Blouzzard a créé sa société avec son épouse il y a tout juste 5 ans. Leur idée, mettre en boîte leurs rêves, c'est-à-dire vendre des coffrets cadeaux pour des expériences uniques dans des domaines aussi divers que la vie de château, la gastronomie, la détente ou les sensations fortes. Comme toute entreprise, les besoins de financement sont réguliers pour se développer, mais là, le vendeur de rêves s'est confronté au cauchemar face aux banquiers. Quand on a besoin d'emprunter, il n'y a jamais personne. Et par contre, quand on n'a plus besoin d'emprunter, tout le monde est là pour nous prêter de l'argent, ce qui est assez comique. Bienvenue au service client d'Abox, bonjour. Aujourd'hui, l'entreprise compte 200 salariés et continue de recruter. Elle vient de vendre son millionième coffret cadeau et réalise 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, pour les financements, James Blouzzard a trouvé une solution. Nous avons ouvert notre capital à des industriels qui nous ont apporté, avec la connaissance du métier qu'on avait, leur concours et des capitaux. Ça nous a pris 3 ans. C'est sûr que c'est très long et tout le monde ne peut pas se permettre d'attendre 3 ans avant de trouver des fonds. Et avant cela, les 2 fondateurs ne se sont pas versés de salaire pendant 2 ans. Ils ont cru en leur projet, pas les banquiers. Pourtant, pour une entreprise, obtenir des crédits reste un moyen essentiel qui donne du souffle pour ne pas couler. Un mot de politique avec la victoire sur le fil de l'UMP Jean-Pierre Bechter à Corbeil-Essonnes hier soir. À travers lui, c'est le maire sortant Serge Dassault qui conserve la mairie puisqu'il s'agit de son bras droit. Victoire acquise avec 27 voix d'avance seulement sur le candidat communiste de Rassemblement de la gauche, Michel Noailles, image signée Bruno Vignet. Autre élection, cette fois en Grèce, la dynastie Papandréou revient au pouvoir. Après le grand-père, après le père, voici le fils, Georges Papandréou, 57 ans. Il l'emporte avec 43,9% des voix pour le PASOK, le Parti Socialiste. Et après 5 ans de pouvoir conservateur, il a 3 jours maintenant pour former un nouveau gouvernement. En Russie, c'est un scrutin local qui aura lieu vendredi avec une première dans l'histoire du pays. Un homme d'origine africaine est candidat. Il a reçu le soutien du parti de Vladimir Poutine, alors même, vous le savez, que les incidents et même les crimes racistes ne sont pas si rares là-bas. Reportage sur place, Laurent Boussier, Xavier Luizet. Sur le marché du village, Joachim Krima arbore fièrement son t-shirt Yedeni Russia, le parti de Vladimir Poutine. Bonjour, bonjour, comment ça va? En campagne pour le poste de chef de district, l'équivalent en France des élections cantonales, Joachim Krima est donc le premier russe d'origine africaine à se soumettre au suffrage universel. Il y a eu des menaces. On me disait que si je ne retirais pas ma candidature, je le regretterais beaucoup. Un avertissement à prendre très au sérieux dans un pays où les agressions contre des Africains, des Caucasiens ou des Asiatiques ont tué 42 personnes depuis le début de l'année et où les auteurs de ces meurtres racistes ne sont que très rarement condamnés. Même dans cette Russie rurale, pourtant loin des banlieues des grandes villes, la peau noire de Joachim Krima suscite beaucoup de résistance. Je suis contre. Je suis né et j'ai grandi ici et je préfère les gens d'ici, comme moi. Qu'il retourne en Afrique et qu'il se présente là-bas. Parce qu'il ne s'est pas aligné 2 mots en russe et il ne connaît rien à ce pays. Né en Guinée mais arrivé en Russie il y a 20 ans, Joachim n'est jamais reparti. Réunion publique au siège du parti Notre Russie. Sous les photos de Dimitri Medvedev et de Vladimir Poutine, Joachim tente de convaincre. Martin Luther King a commencé ce processus aux États-Unis il y a des années.
Et moi, je commence ça en Russie, maintenant. Il a un charme que n'ont pas nos politiciens locaux à la peau blanche. Père d'un garçon de 9 ans marié avec une Russe d'origine arménienne, Joachim Klima se sent totalement russe. Gadget électoral plus que véritable évolution des mœurs, cette première candidature d'un noir à des élections en Russie a eu déjà une première conséquence, attirer l'attention sur une région pauvre où les gens vivent dans des conditions très difficiles. Il est 20h23, restez avec nous à suivre le prix Nobel de médecine en quête de la jeunesse éternelle. 3 chercheurs américains sont récompensés pour leurs travaux contre le vieillissement des cellules. Derrière les jolies vitrines, une féroce bataille mondiale des marques. Le géant japonais de l'habillement Uniqlo arrive en France pour concurrencer Gap, H&M ou Zara. Et puis Cabrel Academy, le chanteur nous a ouvert les portes du rassemblement de jeunes chanteurs qu'il organise chaque année dans sa campagne du Lot et Garonne. D'abord donc le début de la saison des Nobel. Le prix de médecine a distingué aujourd'hui 3 chercheurs engagés dans une exploration fascinante, celle des mécanismes de l'éternelle jeunesse. Ils ont découvert il y a un peu plus de 20 ans une enzyme qui protège les cellules du vieillissement. Jean-Daniel Flézaquier. Pour sa 100e attribution, le Nobel de médecine va à 3 scientifiques américains dont les travaux se rapportent à la longévité. Liz Blackburn, Carol Greiber et Jack Szostak ont découvert comment nos cellules faisaient pour ne pas vieillir. La clé est là, sur les chromosomes qui au sein de chaque cellule contiennent notre programme génétique. À chaque extrémité, une structure, le télomère, protège le chromosome comme un capuchon protège le stylo. Plus les cellules se divisent et plus le télomère raccourcit. C'est un signe de vieillissement cellulaire. La cellule va alors choisir le suicide, surtout si elle a repéré dans son patrimoine des anomalies irréparables. C'est là qu'entre en jeu un nouvel acteur, une enzyme, la télomérase, dont nos 3 lauréats ont étudié le rôle. Tel un maçon, elle vient réparer et reconstruire le télomère. Problème, si la cellule est anormale, elle va devenir immortelle, se diviser à l'infini et entraîner la naissance d'une tumeur maligne. Pour ramener les cellules cancéreuses vers le chemin du suicide, on cherche donc à bloquer l'action de la télomérase. Plus de 20 molécules et vaccins sont actuellement évalués sur des patients. Leucémie, cancer du poumon, tumeur cérébrale pourraient à moyen terme bénéficier des retombées de la recherche, récompensées aujourd'hui à Stockholm. Et l'une des lauréates était interrogée sur l'origine de cette découverte. Réponse très poétique, l'inspiration, dit-elle, et la curiosité sont irremplaçables. La consommation avec un affrontement mondial et sans répit dans l'habillement. Pendant vos séances de lèche-vitrine, vous ne vous doutez pas forcément que la bataille des enseignes est engagée. Le géant japonais Uniqlo vient d'arriver en France pour contrer Gap, H&M ou Zara. Sophie Mézel, Alain Locassio. Depuis quelques jours ici, il y a foule. Alors que partout le marché du prêt-à-porter est en berne, l'arrivée d'un géant de la mode nippone à Paris sur 2000 mètres carrés relance le jeu. Un jean, une chemise, des chaussettes, des caleçons, du basique pour tous les jours. Je vais être la première, je vais être dans les premières à porter ça, avant que ça se généralise. Une arrivée en fanfare dans un secteur où la concurrence est acharnée et où les nouveaux entrants peinent généralement à se faire une place. C'est pas comparable à H&M et Zara, qui sont beaucoup plus dans des histoires de silhouettes, très calquées sur les magazines. Là, c'est plus des basiques dans la tendance pour compléter des silhouettes. De nombreuses enseignes de mode à prix ajusté sont déjà très implantées dans le monde. H&M, 1840 magasins. Gap, 1474. Zara, 1341. Uniqlo, 875. C'est à celui qui occupera le terrain avec le plus grand nombre de boutiques. Depuis maintenant presque un an, H&M ne progresse plus en chiffre d'affaires comparable. C'est-à-dire que si H&M n'ouvrait plus de magasins nouveaux, son chiffre d'affaires ne progresserait pas. Mais pour la marque japonaise, il y aurait de la place pour tout le monde. Beaucoup de gens pensent que le marché est stable et qu'il y a une compétition de part de marché. Mais nous croyons que si nous proposons un très bon produit, le marché va croître. En tout cas, Uniqlo affiche ses ambitions. Avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros et des marges en progression de 24%, même en période de crise, il promet de conquérir le leadership mondial d'ici 10 ans. Un voyage musical maintenant dans ce que l'on pourrait appeler la Cabrel Academy. Il s'agit des rencontres d'Astafor, du nom de ce petit village du sud-ouest où est installé Francis Cabrel. Chaque année, il rassemble des jeunes artistes et des grands noms de la chanson française. Pendant 10 jours, ils écrivent, ils composent et ils préparent un concert, fête exceptionnelle. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Reportage Nicolas Lemarinier, Mathieu Drejoux.
Des jeunes artistes retournent en classe. 15 auteurs et interprètes travaillent sous la houlette de leurs aînés. Des artistes, amis du chanteur, prodiguent leurs conseils. Ici, Émilie Loiseau. Comme je te disais tout à l'heure, 10 jours pour écrire 13 chansons ensemble, sans se connaître. Difficile, mais le contact est immédiat. Eh ben, tu composes, tu joues de quel instrument, toi t'écris, allez on va faire un truc. Et ça a été très très vite comme ça. Francis Cabrel a créé ces rencontres il y a 15 ans chez lui à Stafford. Il voulait rassembler et faire travailler des chanteurs au stade de leur premier album. On s'arrange pour réunir que les forces mises en commun soient décuplées. Alors, normalement on part d'ici plus fort que lorsqu'on y est arrivé. Et tout à fait humblement c'est ce qui se passe à chaque fois. Salomé, une artiste québécoise, reçoit les encouragements de Maxime Le Forestier. Elle a juste sa carrière à faire, quoi, mais la base est là. Il y a un timbre, il y a un goût, il y a une esthétique. Une super belle expérience. C'est une grande richesse, je pense, de se retrouver ici. Alors regardez bien, parmi ces artistes, il y a peut-être la vraie nouvelle star de la chanson française. Une image de football, mauvaise séquence pour Marseille qui enchaîne les défaites. Hier soir, l'OM s'est incliné à domicile face à Monaco, 2-1, but monégasque, signé Néné et Parc. L'Olympique de Marseille qui pointe désormais à la 5e place à 6 points du leader, Lyon. Et puis un coup dur pour les Bleus, pas de match contre les îles Féroé ni contre l'Autriche pour Franck Ribéry, blessé au genou gauche, il est forfait comme Gourcuff pour les 2 prochains matchs donc, de l'équipe de France pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde en 2010. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la défense de Dominique de Villepin a été ébranlée aujourd'hui au procès Clearstream. Le général Rondeau, témoin clé de l'affaire qui notait tout sur son journal, a contredit l'ancien Premier ministre, notamment sur l'intérêt porté au cas de Nicolas Sarkozy dans les fameuses listes truquées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. La chaleur revient jusqu'à 30 degrés dans le sud. 20h35, votre série Cold Case, affaires classées. 22h10, n'oubliez pas, mots croisés avec Yves Calvi. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.